Je suis Philippe Rekasevich, je suis géographe, cartographe et information designer. Mon travail, c'est de transformer les informations, les tendances en représentations visuelles qui peuvent s'exprimer sous la forme de cartes, sous la forme de graphiques ou sous toute autre forme artistique. La cartographie est une représentation du monde, mais ce n'est pas une représentation fidèle de la réalité, jamais. C'est un grand malentendu de penser que quand on rencontre des cartes ou des représentations visuelles qui représentent la géographie du monde, qu'on a finalement une visualisation du réel, et malheureusement ça n'est jamais le cas. En réalité, je pense que la carte, elle est un dialogue permanent entre le réel et l'imaginaire. Elle emprunte au réel, mais en réalité on y met beaucoup d'imaginaire. Et quand je dis qu'on y met beaucoup d'imaginaire, ça veut dire qu'on y met finalement la manière dont nous, producteurs de cartes, la manière dont on perçoit le monde. Et on perçoit tous le monde de manière différente. Mettez 10 géographes devant un même paysage et finalement vous allez avoir 10 cartes différentes, ou 10 illustrations ou 10 dessins différents, puisqu'on ne va pas y voir la même chose et on est très soumis à notre niveau de culture, à notre sensibilité aux choses, à l'art, à nos valeurs philosophiques, à nos valeurs éthiques. Et ça compte beaucoup dans nos choix, puisqu'évidemment, il est totalement impossible de représenter sur un petit bout, une petite feuille de papier, l'immensité du monde. On est obligé de faire des choix, et ces choix, ça implique qu'on fasse une représentation tronquée de la réalité. Alors, c'est très important de le comprendre comme ça, puisque quand on va représenter des phénomènes nouveaux, contemporains, comme les migrations par exemple, on est soumis au même problème. Comment représenter ces migrations? Et on a un éventail de choix, de modes de représentation visuelle, de formes, de mouvements, de couleurs, tout ce qui fait l'atmosphère d'une carte. Et sans le savoir, on va finalement modeler la compréhension du public qui va recevoir ces cartes et qui vont les consommer. Et la cartographie migratoire, c'est de la circulation, donc c'est l'utilisation des flèches, par exemple. Alors comment dessiner une flèche? Si la flèche est grosse et noire, elle va être inquiétante. Si la flèche est toute fine et bleue, elle le sera moins. Et déjà ici, même à ce niveau-là, on est complètement dans la manipulation. On va choisir en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce qu'on veut dire. Et naturellement, les partis politiques se sont emparés, ont très bien compris la force qu'avaient ces modes de représentation. Mais ça suscite chez nous, géographes et cartographes, une vraie réflexion collective, participative, pour essayer de trouver, de comprendre comment on peut représenter l'immigration, pas d'une manière objective parce que c'est pas possible, pas d'une manière neutre parce que c'est pas possible, mais d'une manière qui représente ce qu'on pense du mouvement et qui ramène, c'est une question de proportion, et qui ramène les phénomènes à leur réel et à leur juste proportion. En cartographie thématique et avec les modes de représentation visuelle, c'est extrêmement difficile de trouver quelle est la juste proportion, de faire un gros symbole ou un petit symbole. Évidemment, le message immédiat, c'est-à-dire c'est un événement très spectaculaire qui menace la culture européenne, par exemple, ou alors de faire des tout petits symboles en disant on a ici un mouvement historique classique traditionnel qui font que les migrations ont toujours existé, mais dans la réalité, elles représentent très très peu de gens par rapport à ce qu'est la population européenne, par exemple. On nous a bombardé d'une cartographie avec des grosses flèches noires qui faisaient croire que, par exemple, on avait affaire à voilà, cette idée d'invasion, cette idée de grand remplacement qui va venir un jour ou l'autre. Là, on commence à en parler. Les gens disent, oui, vous voyez, on est dans un processus de grand remplacement, idée totalement fantasmagorique, mais qui est soutenue par la cartographie avec ces grosses flèches noires qui représentent de manière proportionnelle les mouvements migratoires. Mais on les représente hors du contexte. Si on le remet dans un contexte et qu'on les compare avec autre chose, on s'aperçoit que finalement c'est très peu. Si on prend la question des réfugiés, on peut représenter les migrants qui se déplacent vers l'Europe, et on peut se dire que peut-être 100 000 personnes, eh bien c'est vraiment énorme pour l'Allemagne, mais dans un pays à 80 ou 90 millions d'habitants, ça représente vraiment très peu. Et puis de toute façon, les 200 ou 300 000 personnes
et éventuellement même si on avait 500 000 qui font ce mouvement, cette translation vers l'Ouest, vers l'Europe, qu'est-ce que ça représente par rapport aux 20 millions de personnes qui sont restées dans les pays frontaliers des pays dont ils ont fui, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était 1 million en Iran, 2 millions au Pakistan. C'était vraiment une quantité, un nombre de gens absolument énorme par rapport à la toute petite quantité de ceux qui allaient en Europe. C'est un critère global et général en cartographie de trouver une structure, de trouver une plateforme sur laquelle on va se reposer. Et nous, on se repose toujours, nos critères de référence, il faut trouver des références, une plateforme, quelque chose de solide sur voilà, des piliers, une plateforme sur laquelle on peut s'appuyer, qui est le droit et la justice, et les droits nationaux et le droit international. La force du droit, c'est ce qui est le plus concret. Bien sûr, on est dans des situations qui sont potentiellement très émotionnelles, donc on peut toujours jouer sur la corde émotionnelle pour alerter le public, pour le grand public, mais c'est pas très efficace parce que on sait qu'on joue beaucoup sur la corde émotionnelle pour énormément de questions, de problèmes, et que finalement le grand public, le public est un peu donne de moins en moins de crédit en fait à l'approche émotionnelle des problèmes. Raison pour laquelle, en cartographie et en géographie, moi je me suis aperçu que si on reprend les textes de loi, si on reprend et on se base sur le droit international, on a une assise extrêmement solide et des arguments beaucoup plus efficaces pour pouvoir démontrer, pour pouvoir construire un discours qui déconstruit les discours qui ont été construits de manière pas très sérieuse parce qu'ils prennent voilà, on n'a pas pris le temps de savoir ce que les sociétés ont organisé comme convention, comme droit. On a quand même l'ONU, c'est pas parfait, mais disons c'est la seule instance internationale, la communauté des nations qui peuvent décider du droit international et de faire des choses ensemble. Et il existe, ce droit international existe, et la réalité et les actions aujourd'hui montrent que ce droit national est violé tous les jours, qu'il est bafoué par nous-mêmes, qui avons nous-mêmes établi ce droit international, pays soi-disant de meilleure gouvernance, la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, et que finalement on a signé des conventions, on a signé des accords, et que en gros on s'essuie les pieds dessus. Je veux dire que tous les jours, le droit international dit qu'une personne vulnérable en besoin d'assistance a le droit de mettre le pied sur un territoire où il est en sécurité, d'une part, et que d'autre part, une fois qu'il est sur ce territoire, il a le droit, c'est dans le droit, hein, je ne peux pas dire, il a le droit de déposer une demande d'asile pour pouvoir être protégé, qui après sera acceptée ou refusée, c'est une autre histoire, mais il a le droit de le faire. Et dans la pratique, ces deux droits sont quotidiennement bafoués par nous, par l'Italie, parce que ces pays aujourd'hui ont l'impression qu'ils sont débordés par un phénomène, mais en fait il n'y a pas de crise migratoire réellement, ils ne sont pas débordés par le phénomène, il y a une vraie crise politique au niveau européen de pays qui sont paniqués par rapport à leurs électorats, par rapport à leur population, parce qu'ils sont face à des populations populistes et réfractaires, et ils sont incapables de se mettre d'accord et de comprendre que cette politique de fermeture, cette politique de rejet, elle va droit dans le mur, et que le résultat de ça, c'est pas de politique du tout. On ne peut pas vraiment faire de représentation visuelle si on n'a pas une intention. On est comme des chercheurs, finalement. Les chercheurs, ils ont des intuitions, des thématiques, des thèses, et ils s'imaginent, ils peuvent se dire, bon, peut-être que dans cette direction, il se passe quelque chose, ou dans cette autre direction, il se passe autre chose. Et à partir des hypothèses, on développe des intentions. Et on se dit, moi, je vais rechercher de ce côté-là. Alors, ça marche des deux côtés, mais quand on a une intention et qu'on a une intuition et une intention, en fait, c'est les deux qui marchent ensemble, eh bien, on va faire des recherches de données, qualitatives et quantitatives, pour essayer de produire une image qui va venir confirmer ou infirmer cette intuition ou cette intention. Parfois, on se retrouve avec des masses de données dont qu'on ne comprend pas, dont on ne voit rien, qui sont des masses de chiffres, par exemple, ou simplement des masses de données qualitatives, des listes, avec des noms de lieux, des coordonnées, je ne sais quoi, avec un nombre de morts. La fameuse carte des morts aux frontières,
celle qui a été imaginée par Olivier Clochard de Migrinter, de Migre Europe, au tout début des années 2000, et qui est née d'une idée, d'une intuition. Voilà, il était à un colloque, il participait à un colloque sur les migrations à Istanbul, il est avec son collègue Gildas Simon, et puis ils lisent dans la presse que 10 ou 12 migrants meurent étouffés dans un container à Calais. Et finalement, ils se disent, mais bon, on entend ces histoires, et c'est déprimant, et puis ils se disent, peut-être, on entend ces histoires, donc elles sont référencées, on a des coupures de presse, mais tout ça reste vraiment que de l'information. Voilà, on ne sait rien de plus que le fait divers, si je puis dire. Enfin, pour moi, c'est pas un fait divers, mais c'est un fait divers, parce que quand on trouve 10 personnes étouffées dans un container, c'est publié dans la page fait divers. Et l'idée d'Olivier, c'est de reprendre toutes ces informations et de, comme il dit lui-même, spatialiser le regard, l'œil qui pense, le fameux œil qui pense de François Vergniaud. En fait, il veut faire penser les yeux des gens, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, il va prendre contact avec des associations, reconstituer une énorme base de données statistiques géoréférencées pour essayer de cartographier ce phénomène. Il va produire, dans les années 2000, cette fameuse carte des morts aux frontières, des migrants qui meurent en essayant d'atteindre l'Europe, et de montrer, et en fait produire un savoir, puisqu'il va montrer qu'il y a une vraie logique spatiale, et que cette mortalité, elle n'est pas du tout le fait du hasard, mais qu'elle est le fait de la manière dont on met en place les politiques européennes. On ferme Gibraltar, il y a des morts. Il y a des morts, le mouvement se déplace ailleurs, il y a des morts à Lampedusa. On ferme Lampedusa, le mouvement se déplace, il y a des morts en mer Égée, et hop, le temps on s'occupe plus trop de Gibraltar, donc le mouvement repart, puis on referme Gibraltar et il y a des morts. Et qu'en fait, la mortalité en mer Méditerranée et en Europe, elle augmente exactement à la même vitesse que l'Europe va émettre des directives et publier des directives qui sont de plus en plus restrictives sur la circulation des gens. Et à partir de ce travail d'Olivier Clochard, absolument remarquable, la carte se démultiplie, elle rentre dans le domaine public, tout le monde se l'approprie, ce qui est très bien, et finalement elle est mise à jour par ceux qui ont le temps de le faire, en gros, hein, dans le groupe. Et elle perd son identité, elle perd son créateur, on la crédite plus Olivier Clochard, nous on sait que c'est lui, mais on la crédite Migre Europe, Migrinter, on la crédite d'un parti. Elle devient, c'est un peu comme un frigidaire par exemple, c'était une marque au début, et là ça devient un objet, un nom commun. Voilà, on passe du nom propre au nom commun, on a la carte des morts aux frontières, et très souvent on se dit, tiens, où en est-on des morts aux portes de l'Europe? On était à 22 000, puis c'est passé à 26 000 morts, puis à 30 et à 34 000. Et ça devient, c'est devenu un objet public, si je puis dire, et c'est très bien que ça le soit, parce que ça veut dire qu'à l'époque où c'était un drame, une véritable boucherie dont on ne parlait pas, puisque maintenant c'est une carte qui est publique et qui est publiée partout, par tous les médias, toute la presse qu'on retrouve parfois affichée au fronton des mairies ou des institutions publiques, eh bien ça reste une mémoire qui est présente. Et c'est aussi un de nos mandats, en tout cas, qui est aussi très, très important, c'est la cartographie, c'est ça, c'est inscrire la mémoire sur le papier, c'est faire vivre la mémoire. Et on a un immense besoin de graver la mémoire de ce qui est en train de se passer pour le futur. Déjà pour dénoncer pour le présent et essayer d'agir, ça c'est le plus important. Évidemment, on y arrive avec un succès mitigé parce qu'il y a de plus en plus de gouvernements populistes. L'Europe se ferme de plus en plus, on paye de plus en plus Frontex pour fermer les frontières, etc. Mais quand même, c'est bien, malgré le fait que c'est désespérant, il faut quand même le faire et essayer de dessiner la situation pour mieux la dénoncer et pour essayer de faire changer les politiques. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, peut-être ça marchera demain. Ça, c'est, disons, le premier mandat, le premier devoir. Mais on en a un deuxième qui est de dessiner ces situations, de rendre publiques ces situations, de les faire connaître pour le futur, parce que c'est une mémoire qui est importante.